Je suis Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Le thème d'aujourd'hui est les enfants difficiles. Nous allons donc voir comment gérer certaines situations effectivement très compliquées. Certaines questions arrivent, mais juste avant, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Si l'expression « enfant difficile » est très souvent utilisée, peut-être est-il important de rappeler ou d'affirmer, si on ne l'a pas en tête, que justement c'est important de bannir cette expression. Ce qui est difficile, c'est la situation, c'est le comportement inadapté de l'enfant, éventuellement c'est le fait que nous, parents, nous n'arrivons pas à gérer la situation. Bref, ce qui est difficile, c'est tout sauf l'enfant, et c'est très important parce que si on commence d'emblée à poser une étiquette sur cet enfant, ça va être très difficile ensuite pour lui de s'en décoller et donc de résoudre la situation. Ne serait-ce que parce que l'enfant va se vivre comme un enfant difficile, et donc n'exister que comme cela. Et pour les parents, comme pour les adultes, le fait d'avoir en face d'eux un enfant difficile fait que systématiquement, à la moindre incartade, ça va être vécu comme tel, alors qu'il pourrait y avoir d'autres façons de voir les choses et donc des solutions envisageables. Alors pour attaquer dans le vif du sujet, je vois une question. Mon fils a 3 ans et demi et fait quotidiennement des grosses colères. Et pour tout. J'ai essayé la discussion, le jeu, je ne sais pas quoi faire, avez-vous des conseils ? Alors c'est une question assez vaste, puisqu'effectivement, il sera important de savoir si ces colères sont réactionnelles à une situation ou à des situations. Et alors là, ça peut être important pour anticiper les colères, de cibler un peu ce qui pourrait être au cœur des choses, si c'est effectivement la frustration, notamment en rappelant qu'à 3 ans, on a encore beaucoup de mal à gérer certaines émotions, et notamment les émotions les plus envahissantes, comme la frustration. Donc l'idée, c'est évidemment de ne pas forcément céder, mais de pouvoir faire diversion pour calmer la frustration sans forcément donner gain de cause. Parce que le risque aussi, avec des crises qui se répètent et vis-à-vis desquelles on va céder, c'est que l'enfant va prendre ça comme finalement un moyen d'obtenir ce qu'il veut. Alors que l'idée, c'est de lui permettre de faire des choix par la suite qui soient cohérents avec ce dont il a besoin et avec ce que nous, parents, nous pouvons gérer. Mon bébé de 6 mois et demi, me demande beaucoup et ne laisse personne s'occuper d'elle. Que puis-je faire ? Alors c'est intéressant parce qu'à 6 mois, ou d'une façon générale chez les nourrissons, ce qui est à prendre en compte, c'est à la fois l'enfant et sa personnalité, c'est-à-dire que très tôt, on remarque que certains bébés ont des personnalités particulières, très câlines, ou au contraire très à distance, un peu agitées ou plutôt calmes, et à la fois, ce qui est fondamental, c'est la relation, l'interaction qui existe entre le bébé et son parent. Et donc la question, elle est aussi, vous-même, si quelle maman ou quel papa êtes-vous ? Est-ce que justement vous autorisez un peu de liberté ou la proximité des autres parents ? Quoi qu'il en soit, ce qui va être intéressant, c'est justement de proposer à l'enfant une ouverture vers d'autres adultes et notamment vers l'autre parent, en associant l'autre parent à des temps justement des temps du quotidien, mais des temps importants pour l'enfant. L'allaitement, par exemple. Si vous allaitez au biberon, c'est important que l'allaitement puisse être fait tour à tour par chacun des 2 parents. Ou le temps du bain. Tous ces temps qui sont à la fois des temps où on s'occupe de l'enfant et où l'enfant tire du plaisir à l'attention qu'on lui porte. Et le fait que ce soit d'autres personnes que le parent, la maman ou le papa, le parent direct, ça peut justement aider cela. Alors pour autant, il faut savoir aussi que la relation privilégiée qui va se tisser entre le nourrisson et sa maman ou son papa est aussi tout à fait naturelle, d'autant qu'à cet âge-là, on est très sensoriel et donc effectivement, les contacts de proximité vont être privilégiés. Je suis maman de 3 garçons, 9, 6 et 3 ans. Je n'ai aucune autorité sur eux. Quand le papa n'est pas là, c'est très difficile de gérer les 3. Quand je leur donne des consignes dans la rue ou ailleurs, ils ne m'écoutent pas. Comment me faire obéir ? Dans cette situation, il semble que la fratrie, ou plutôt que la dynamique fraternelle, la dynamique qui existe entre les 3 garçons, joue un rôle. Et c'est vrai que face à ces 3 petits hommes, la maman peut tout à fait être un peu l'enjeu relationnel entre ces garçons. Et donc, c'est vrai que souvent, les comportements d'opposition sont une façon d'attirer l'attention. D'autant qu'effectivement, ce sont 3 enfants dont l'âge est suffisamment éloigné pour que chacun ait une spécificité qui fait qu'il va nécessiter une attention particulière. Et c'est vrai que seul, ça va être compliqué de se diviser en 3.
D'où l'idée peut-être, à ce moment-là, de voir comment il va être possible de gérer les choses de façon pseudo-individuelle. L'idée étant de pouvoir s'occuper d'un enfant après l'autre. C'est vrai que lorsqu'on doit s'occuper des 3 enfants en même temps, on est nécessairement démuni. Il y en a un qui va courir à droite quand on est en train d'habiller l'autre. Lorsqu'on court après celui qui s'échappe, eh bien, celui qui était en train de s'habiller se déshabille. Donc c'est très important de voir comment il va être possible d'occuper l'aîné, par exemple, sur une tâche, pendant que nous, on va s'occuper du plus petit qui ne peut pas s'habiller complètement tout seul, tout en sachant que le 3e sera occupé à autre chose. Cette idée de séquencer les choses tout en donnant des responsabilités aux enfants va permettre peut-être d'éviter effectivement ce qui semble être un problème d'écoute, mais qui est peut-être surtout un problème de consigne. C'est-à-dire que si effectivement le parent est amené à donner en même temps une consigne différente à chaque enfant, forcément ça sème la confusion et forcément pour chaque enfant c'est difficile de les écouter. Si mon enfant n'écoute rien, fait des caprices, est-ce qu'il faut mettre en place des punitions comme suspendre les jeux vidéo, annuler des sorties? Est-ce une bonne méthode? J'aurais envie de dire oui, tout en nuançant évidemment les choses. D'une façon générale, ce que j'ai pu évoquer à plusieurs reprises au cours des lives ou des vidéos que j'ai pu faire pour Doctissimo, c'est la nécessité de sanctionner au sens littéral du terme, c'est-à-dire de souligner ce qui est adapté, approprié, ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Et finalement, une sanction, donc entre guillemets une punition, c'est ce qui va permettre à l'enfant de comprendre que son comportement n'est pas adapté. Donc c'est évidemment important de le faire. Et à la fois pour que l'enfant retienne ce qui n'est pas adapté et ce qu'il faut qu'il arrête de faire, c'est important que la sanction soit adaptée au comportement qui n'est pas pertinent. Donc face à une bêtise ou un caprice, ça va être important de jouer sur ce que l'enfant va pouvoir intégrer. Donc un caprice, lorsque c'est souvent lié à un désir qui n'est pas justifié, peut tout à fait être sanctionné par la privation d'une activité qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire que d'une façon générale, s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est que les sanctions doivent porter sur des choses qui ne sont pas indispensables. Et la moins indispensable des activités, c'est évidemment les jeux vidéo. Donc évidemment, je crois qu'une bonne sanction peut tout à fait porter sur les jeux vidéo parce que ça permet de dire ce que tu aimes particulièrement et à la fois qui ne sert pas forcément à grand-chose. Ponctuellement, tu en es privé pour te permettre d'être plus à l'écoute de ce que je te propose ou éventuellement pour te permettre de faire des choses qui sont plus adaptées, plus intéressantes et qui t'apportent autre chose. D'autant, si je devais ouvrir une petite parenthèse sur les jeux vidéo, d'autant qu'effectivement, le jeu vidéo d'une façon générale, et alors sans le rendre responsable de tout, sinon j'entends déjà les détracteurs qui vont publier sur Facebook des contre-vérités, évidemment le jeu vidéo n'est pas responsable de tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu vidéo a une capacité d'attractivité, de captation de l'attention qui fait qu'effectivement, toutes ces capacités associationnelles vont être retenues. Donc c'est vrai que c'est parfait, c'est vraiment la nounou idéale. On met l'enfant devant un jeu vidéo, il est calme. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans le même temps, quand l'enfant joue, il développe des émotions. Or, les émotions, elles passent par le corps. Or, le corps, qu'est-ce qu'il fait quand on joue au jeu vidéo? Eh bien, il est statique. C'est-à-dire que finalement, l'enfant accumule dans son corps des émotions, dépense ses capacités ou son stock de potentialité d'attention, ce qui fait qu'une fois qu'il ne joue plus, eh bien, le corps, il n'a qu'une envie, c'est se libérer des émotions, et l'attention, elle est toute consommée, donc il n'est plus capable ni d'être attentif, ni d'être calme. Donc, d'une façon générale, devant un enfant agité, le sanctionner en privant de jeux vidéo, c'est tout à fait pertinent. Et ça, c'est quelque chose qu'il comprend. En revanche, encourager-le à sortir, aller au parc, faire des foods avec ses copains et limiter effectivement les sanctions qu'il pourrait porter sur ces activités-là ou éventuellement sur des choses qui font vraiment du bien. Alors, pour poursuivre, une autre question. Ma fille de 15 mois ne mange quasiment rien au repas du midi. Elle déjeune le matin vers 9 h, un biberon de 250 ml, ce qui est très, très correct, surtout 15 mois, plus un petit gâteau, elle fait la sieste et puis se jette sur le goûter. Que faire pour qu'elle mange un peu plus le midi? J'ai peur qu'elle manque de quelque chose. Alors, la fin de la question est fondamentale. C'est-à-dire, ce qui va être important, c'est d'avoir une vision de ce que mange l'enfant et de s'il a effectivement tout ce dont il a besoin en quantité, à savoir des protéines, des lipides évidemment, des glucides, des fibres que l'on va trouver essentiellement dans les légumes ou les fruits et des sucres lents qu'on peut trouver dans les féculents. Alors pourquoi je précise ça? Parce que ça veut dire que
il n'est pas indispensable de batailler pour l'obliger à manger des brocolis ou des haricots verts si, parallèlement, elle adore le chou-fleur ou elle mange d'autres légumes qui lui plaisent. En revanche, c'est vrai qu'il va probablement falloir progressivement voir comment peut-être il va être possible de limiter un peu le petit déjeuner. Par exemple, effectivement, si elle a l'habitude, parce qu'à 15 mois, c'est vraiment pertinent de continuer effectivement à avoir effectivement un apport de lait, parce que ça contient des facteurs de croissance qui sont importants, et puis tous les nutriments nécessaires. Et à la fois peut-être de limiter le gâteau qui va favoriser le développement du goût sucré, qui naturellement chez l'enfant est plus développé, pour pouvoir avoir effectivement à midi un moment où elle a peut-être davantage faim et commencer à se diversifier ou à diversifier son goût sur les aliments plus salés. Parce qu'effectivement, ce qu'on repère, c'est qu'effectivement, le petit déjeuner, le goûter, elle l'affectionne, mais effectivement, ce sont des aliments plutôt sucrés. Ou alors, ce qui pourrait être aussi envisagé, c'est pour le goûter, associer des aliments peut-être plus salés, pour qu'effectivement, elle n'ait pas que le développement de son goût sucré qui se fasse. Et donc au goûter, je ne sais pas, associer peut-être une vache qui rit, un morceau de pain, quelque chose qui puisse élargir sa palette de goût. Mais encore une fois, à cet âge-là, il faut être assez souple. Je crois que les repas, mais on en reparlera peut-être s'il y a d'autres questions, les repas doivent rester un moment relationnel et convivial. Donc si elle a effectivement, si vous remarquez qu'elle continue à grandir, qu'il n'y a pas de stagnation de sa courbe de poids, ne vous inquiétez pas, soyez sereine. Il faut quand même que ce moment du repas reste un moment relationnel serein. Comment réagir aux caprices de mon enfant quand on fait les courses? Il se roule par terre et je ne sais pas quoi faire. Alors ça, effectivement, c'est une question fondamentale car 50%, voire 70% des parents y sont confrontés. Il faut comprendre deux choses pour pouvoir ensuite répondre. C'est qu'effectivement, les courses sont à la fois un moment qui, pour l'enfant, est long, donc vite pénible, donc favorise un épuisement qui, lui, secondairement, favorise effectivement une crise. La fatigue, systématiquement, peut être génératrice de crise ou de colère. Et puis, le deuxième point, c'est que les courses, effectivement, c'est aussi le lieu, c'est aussi la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire que nous, on y va pour acheter des légumes ou des aliments et des choses fonctionnelles. L'enfant, lui, ce qu'il voit, c'est effectivement les jouets, les bonbons, les chewing-gums, enfin tout ce qui pourrait l'attirer davantage. Donc face à ça, donc un lieu aussi générateur d'émotions. Donc face à ça, l'idée, c'est de se dire, avant d'aller faire les courses, c'est important de s'assurer que l'enfant est en bonne condition. Donc faites plutôt les courses après la sieste plutôt qu'avant. Une fois qu'il aura fait la sieste, pris son goûter, il sera dans des meilleures conditions pour résister à l'envie de bonbons et pour éventuellement être en forme durant toute la durée des courses. Deuxième point, prévenez-le de ce que vous allez faire. Nous allons faire les courses, nous avons prévu d'acheter ça, ça, ça et rien d'autre, pour qu'effectivement, il y ait déjà une préparation qui fait qu'au moment où vous allez dire non, lorsqu'il va dire « ah, je veux ci, je veux ça », il s'y soit un peu préparé et que la frustration soit moins grande. Troisième ruse, éviter évidemment les rayons qui pourraient être tentateurs et donc générateurs de frustration et donc générateurs de crise. Et enfin, essayer de réduire au maximum le temps des courses. Ça, c'est en théorie. En pratique, si vous sentez qu'une crise commence, le plus simple, c'est quitte à laisser les courses dans le magasin, si vous êtes seul, si effectivement vous avez la chance d'être deux parents à faire les courses avec l'ensemble des enfants, ou d'avoir un aîné suffisamment grand pour qu'on puisse compter dessus, l'idée c'est soit, si c'est le cas, de laisser effectivement un parent ou l'aîné avec l'enfant à la sortie pendant qu'on finit très très vite les courses, soit on arrête les courses et on sort. Une fois que l'enfant est calmé, on peut éventuellement revenir faire les courses. Autre possibilité, ça va être aussi ce que j'appelle, c'est une petite ruse, mais lorsqu'on a tout essayé, celle-là, elle marche à tous les coups. C'est ce que j'appelle la prédiction du symptôme. C'est-à-dire que lorsque, au bout de mois où rien n'a marché, à chaque fois il nous fait la crise lorsqu'il arrive près du rayon, ce que vous pouvez faire, c'est avant de prédire le symptôme. C'est-à-dire que vous lui dites avant d'entrer faire les courses, je sais que tu vas nous faire une crise devant le magasin, alors je te propose que tu la fasses, mais quand je te demanderai de la faire. Et l'idée, c'est qu'effectivement, au moment où vous sentez point de la crise, juste à ce moment-là, vous dites « Allez, ça y est, maintenant, fais ta crise. Allez, roule-toi par terre. Allez, fais ça. » Cette proposition paradoxale va systématiquement, et ça marche quand même dans 99% des cas,
bloquer l'enfant. Parce que si la crise qu'il fait ne génère pas de désaccord, pourquoi la faire? En plus, il risque d'être tellement surpris par votre proposition que ça va effectivement faire ce qu'on appelle un effet de déviation de l'attention qui fait qu'effectivement il ne fera pas sa crise. Mais bon, c'est à utiliser en dernier recours parce que si on utilise tout de suite tous nos bons trucs, après on est un peu démuni. Une autre question m'arrive. À partir de quel âge peut-on dire qu'un enfant comprend et peut suivre les règles qu'on lui donne? Alors, je crois que dès que l'enfant commence à développer son langage, donc dès 18 mois, 2 ans, on peut considérer qu'effectivement il intègre les consignes. Après, ce qui va être compliqué, c'est intégrer les consignes et arriver à surpasser la frustration que peut provoquer un interdit pour pouvoir suivre la consigne. C'est-à-dire que le fait d'intégrer la consigne ne veut pas dire que l'enfant est encore en mesure de la suivre. Et c'est important cette nuance, parce qu'un enfant qui ne suit pas forcément une consigne, ce n'est pas forcément un enfant qui est désobéissant, qui a mauvais caractère ou autre, c'est peut-être juste un enfant qui pour l'instant n'a pas encore suffisamment développé ses facultés à gérer sa frustration pour pouvoir effectivement suivre la consigne. D'où l'idée de l'aider à développer cette capacité-là, que d'ailleurs certains adultes non plus n'ont toujours pas réussi à développer, cette capacité à gérer les frustrations. Et ce qui aide le mieux, c'est justement faire diversion. C'est-à-dire que face à un interdit, on dit non, ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Et le fait de pouvoir tempérer comme cela un peu de frustration par quelque chose qui adoucit la frustration, ça permet finalement de développer cette capacité à gérer les frustrations, qui fait que plus tard, on pourra lui dire non, point, sans forcément avoir à ajouter quelque chose. Et pour autant, c'est important de comprendre que ce n'est pas forcément de la négociation, parce que là aussi, l'éducation, ce n'est pas être en permanence dans la négociation. Au contraire, sinon, on n'en finit plus, on part dans des discussions interminables. Je crois juste que c'est important de dire non, ça, c'est pas possible, éventuellement pour telle raison, en revanche, ça, c'est possible, et point barre. Émilie nous demande, bonjour. Mon fils de 15 mois se cogne la tête sur le mur ou le sol quand il n'est pas content. Ah, comment réagir? Et est-ce que je dois m'inquiéter de ce comportement? Alors, d'abord, par rapport à l'inquiétude, s'il n'y a pas d'autres manifestations associées, si son développement global est harmonieux, s'il commence à dire quelques mots, hein, parce que 15 mois, on ne parle pas encore complètement, donc s'il commence à dire quelques mois, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce que l'on peut souligner, c'est que l'enfant va, en fonction comment dire, un peu par tâtonnement, chercher ce qui nous mobilise, ce qui soit attire notre attention, soit permet d'obtenir ce dont il a envie. Il faut comprendre que l'enfant, quand il vient au monde, il va développer dans un premier temps un modèle relationnel qui est que je ressens un besoin, par exemple j'ai faim, je le manifeste, je gargouille, je crie, j'appelle, selon encore une fois la personnalité de cet enfant. Il y a des enfants qui, dès qu'ils ont un peu faim, se mettent à gargouiller, blablabla, d'autres qui vont se mettre à pleurer tout de suite. Et donc, provoquant une réaction chez le parent qui s'y intéresse, dit « Ah, qu'est-ce qu'il a mon bébé? Est-ce qu'il est souillé? Ah non, c'est propre. Est-ce qu'il a ça? Ah, peut-être qu'il a faim et je lui donne à manger. » Et donc, l'enfant développe dans ses interactions avec ses parents le sentiment que lorsqu'il a besoin de quelque chose, il faut qu'il provoque faut qu'il agisse pour provoquer une réaction. Et donc, si l'enfant remarque que les cris ne sont pas suffisants ou qu'effectivement telle attitude va générer une réaction plus rapide, eh bien, il risque de s'attacher à ce comportement qui mobilise le parent. Donc effectivement, il est possible qu'en percevant que lorsqu'il commençait à s'agiter, à se taper la tête ou autre, ça vous fait réagir, il peut effectivement s'enferrer là-dedans. Donc l'idée, c'est favoriser la modification de ce comportement en étant assez attentive à ces différentes manifestations de besoin d'attention. Lorsqu'il se cogne la tête, effectivement, d'arrêter le mouvement, éventuellement l'associant par des attitudes plutôt à la fois rassurantes et câlines. Je pense que c'est important par exemple de lui frotter la tête en disant « Ouh là là, tu vas te faire mal, fais attention, on n'a qu'une tête donc il faut en prendre soin ». Et dans le même temps, de mettre des mots. Parce qu'à la fois, c'est vrai qu'à 15 mois, on n'a pas encore une utilisation du langage, et parfois certains enfants n'utilisent pas le langage, hein, qui permettent de communiquer. Donc c'est à nous justement de mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qu'on imagine qu'il ressent ou dont il a besoin, pour lui faire entendre qu'il y a d'autres façons de communiquer effectivement ses besoins et ses envies. Cassandra nous demande « Ma fille de 5 ans a un trouble du comportement. Depuis qu'elle a appris qu'elle avait
elle entendait ma fille de 5 ans a un trouble du comportement. Depuis qu'elle a appris qu'elle allait devenir grande sœur, ses cris sont pires au point de vomir dès qu'elle est séparée de moi. Que faire? Alors, c'est une question assez spécifique et qui justifierait d'avoir quelques éléments, effectivement. Comment a-t-elle été mise au courant de la venue de ce frère ou de cette sœur? Quelle était la relation initiale entre votre fille et vous et son parent, et son père ou son autre parent? Parce que l'idée, ça va être effectivement de la rassurer. Je crois qu'il y a dans ces manifestations plusieurs choses, mais probablement surtout la peur qu'un autre enfant puisse la priver de l'attention ou de l'amour de sa mère ou de ses parents en général. Donc ça va être très important de lui dire très rapidement qu'au contraire, l'amour des parents, c'est pas comme un gâteau. J'aime beaucoup cette expression parce que les enfants la comprennent très bien. Un gâteau, plus il y a d'enfants, plus les parts sont petites. L'amour des parents, plus il y a d'enfants, plus il y a d'amour. Donc l'idée, c'est vraiment important de dire ça. Simplement, effectivement, vous serez deux, donc lui dire qu'il y aura des moments où il faudra que vous vous en occupiez parce qu'un bébé, ça demande beaucoup d'attention, mais que pour autant, vous allez continuer à l'aimer, vous allez continuer à vous occuper d'elle, qu'effectivement, vous allez continuer à être présente quand elle en a besoin, mais qu'à la fois, elle est plus grande, donc il y a plein de choses dont elle n'aura pas besoin. Parce que l'autre élément qu'on peut souligner, c'est que souvent, il peut y avoir des périodes de régression, justement, chez les plus grands. Ayant l'impression que pour qu'on s'occupe d'eux, il faille effectivement faire comme un bébé, il n'est pas rare de retrouver des épisodes de pipi au lit, ou éventuellement, un peu comme les vomissements, quelque chose qui sera en lien avec l'alimentation. Parce que c'est vrai que l'alimentation, c'est le premier lien, ou en tout cas un des premiers liens dont l'enfant a conscience, qui se tisse entre le parent et l'enfant. Donc là aussi, ça peut être aussi intéressant d'associer l'enfant à la grossesse puis à la naissance en disant au contraire tu seras une grande sœur, donc tu seras à mes côtés quand on verra pour s'occuper de ton petit frère ou ta petite sœur. Justement, je suis contente de t'avoir à mes côtés parce que du coup on sera deux, ce sera plus facile, ou trois avec papa, etc. Je pense que la première étape, c'est de sentir qu'au contraire ça va vous rapprocher. Une autre question, mon fils de 3 ans n'écoute rien, les punitions ne le dérangent pas. Nous lui donnons une consigne très claire et courte, parfait, et il n'en fait qu'à sa tête. Il n'écoute pas, se sauve, court partout, crie. Nous ne savons plus quoi faire. Alors ce serait intéressant de savoir dans quel contexte et face à quelle consigne ça survient. En revanche, effectivement, ce que vous précisez est fondamental, c'est-à-dire que pour qu'une consigne soit respectée, il faut qu'elle soit courte et claire et qu'elle ne porte que sur une chose. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire « bon, maintenant, tu vas te brosser les dents, tu te mets en pyjama et tu te couches », 3 consignes dans une, l'enfant ne va pouvoir pas les suivre. Donc l'idée, c'est effectivement une consigne après l'autre. Pour autant, ça semble ne pas marcher. Alors, là aussi, quand il se sauve, est-ce que c'est dans un jeu, à savoir cours après moi que je t'attrape, parce qu'à 3 ans, on est encore effectivement dans quelque chose d'un peu immature par rapport aux responsabilités. Est-ce que ça touche plutôt les consignes justement du quotidien, se brosser les dents, aller se coucher, se mettre en pyjama, c'est-à-dire finalement tout ce qui va être annonciateur d'une séparation parce qu'il va falloir aller se coucher et ça c'est quelque chose de pas agréable, ou est-ce que ça concerne vraiment effectivement même des choses qui pourraient lui faire plaisir? Comment dire, ça peut être important justement d'identifier un peu les situations parce que ça permettrait à ce moment-là d'y répondre un peu au cas par cas. Je pense par exemple à une consigne comme le brossage des dents, c'est vrai que c'est souvent une sinécure. Ce qui peut aider, c'est justement de le faire ensemble. Écoute, on va se brosser les dents ensemble. Donc du coup, le fait de maintenir une activité commune, ça permet à l'enfant de s'y associer plus facilement. Autre façon de procéder, ça peut être d'intégrer ou de faire d'une consigne, non pas un ordre obligatoire, mais une forme de jeu. C'est-à-dire que range tes jouets, c'est jamais très agréable. Si on joue ensemble et que le moment de passer à autre chose, le bain, le coucher, arrive, on dit « allez hop, tous les bateaux rentrent au port, tous les avions retournent à la… excusez-moi, j'ai un petit garçon. Mais pareil pour les petites filles, ou pareil pour d'autres jeux. C'est-à-dire qu'effectivement, allez, les Lego, tous dans la boîte, etc. Si on joue à Cars ou si on personnifie les jouets, si le rangement devient un jeu,
effectivement, c'est aussi une façon de faire plus facilement respecter la consigne. D'une façon générale, j'ai envie de dire que l'éducation, en tout cas le respect des règles, demande pas mal d'imagination pour finalement pratiquer ce qu'on pourrait appeler une forme de manipulation bienveillante. Manon nous dit, ma fille de 17 mois, ma fille de 17 mois pique de grosses crises lorsqu'on lui interdit quelque chose ou lorsque je souhaite récupérer mon téléphone ou la télécommande. Excusez-moi, je réagis. Est-ce des caprices? Comment gérer les crises? J'essaie de lui expliquer que maman a besoin ou que c'est à moi, mais elle n'a pas l'air de comprendre. Alors 17 mois, effectivement, on est encore très petit à 17 mois. Ce qui veut dire que, on n'a pas une compréhension de, je dirais, la réalité très pragmatique de la vie des adultes. Un téléphone, ça sert à telle ou telle chose. Et puis surtout, on est encore tout à fait la proie de nos émotions. C'est-à-dire qu'un téléphone, c'est très rigolo, donc on n'a pas envie de s'en séparer. Alors, une petite parenthèse, effectivement, concernant les caprices, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de caprice avant 2 ans, parce qu'effectivement, ou avant 18 mois, parce qu'effectivement, tant que la différence entre les besoins et les envies ne sont pas encore suffisamment distinctes, c'est assez compliqué d'identifier une envie qui ne serait pas justifiée et qui, de ce fait, pourrait être considérée comme un caprice. Je veux dire par là que lorsque les besoins d'un enfant ne sont pas satisfaits, il est tout à fait naturel au sens nature humaine que ça provoque une réaction. Un enfant, par exemple, qui n'a pas son quota de sommeil, c'est vraiment quelque chose que je retrouve très très régulièrement, il va être fatigué et beaucoup plus sensible à ses émotions et ça va favoriser des crises. Le paradoxe, c'est qu'un enfant fatigué le soir, il ne se montre pas fatigué, il ne tombe pas de fatigue, sauf si vraiment il est au bord du rouleau. Au contraire, il va être encore plus agité. Et le piège serait de prendre pour un caprice ce qui est surtout la traduction d'un manque de sommeil ou d'un besoin de se reposer. Là, concernant effectivement le téléphone portable, j'ai envie de vous dire justement, évitez le plus tôt possible le piège des engins électroniques. C'est-à-dire que si à 17 mois, elle est déjà captée par votre ordinateur, par votre téléphone portable, ça va être difficile de résister à 3 ans quand il va vous demander effectivement une tablette. Or, justement, aujourd'hui, on le voit bien, combien justement tous ces outils qui sont effectivement très nécessaires ou qui apportent vraiment beaucoup de choses chez les plus grands, chez les tout petits peuvent être effectivement des poisons et pour le développement de leur structure neurobiologique et pour les relations et pour, d'une façon plus générale encore, l'éducation. Donc, je crois que le plus simple, pour répondre à votre question, c'est de lui prendre le téléphone et de lui dire, effectivement, comme vous dites, c'est à moi, c'est pas pour les enfants. Si elle pleure, la consoler, parce que ce n'est pas un caprice, c'est juste qu'effectivement une grosse frustration, et lui donner à la place un jouet tout aussi interactif comme peut-être, je ne sais pas moi, des hochets, des cubes, des trucs qui se manipulent, mais qui effectivement ne sont pas électroniques. Ma fille de 15 ans traîne avec des filles qui ont une très mauvaise influence. Elle est devenue grossière, elle nous répond mal, refuse de nous écouter, rentre souvent après l'horaire autorisé. Avez-vous des conseils? Alors, plusieurs choses peuvent jouer. Effectivement, les fréquentations, et à la fois, le risque serait de ne focaliser que sur les fréquentations et de ne rendre responsables que les autres. 15 ans, c'est aussi l'adolescence, c'est aussi donc un moment dans la vie de l'individu où on a besoin de se distinguer. Donc effectivement, si elle a eu une éducation justement plutôt policée, plutôt l'envie de se démarquer par une attitude radicalement opposée peut tout à fait être aussi juste l'expression de son adolescence un peu qu'elle a du mal à gérer. Pour autant, ça ne veut pas dire prendre en compte les facteurs environnementaux, d'où l'idée de voir comment il va être possible d'influencer différemment, en proposant peut-être d'autres modèles d'identification. Alors, si vous les proposez directement, il y a de fortes probabilités pour qu'elle les refuse. Donc l'idée, c'est de faire ça de façon plus subtile. Si elle a une activité qu'elle adore, encouragez-la justement à la poursuivre. Parce que généralement, comment dire,
dans les activités extrascolaires, vont se retrouver des gens autour du même goût pour la même activité. Donc, quelle que soit effectivement leurs origines, leur éducation, le fait de se retrouver sur quelque chose qui nous plaît permet d'avoir un autre mode d'interaction. Donc, encourager justement le fait qu'elle ait des activités extrascolaires, parce que plus elle va en avoir, moins elle traînera effectivement avec ces autres personnes que vous considérez comme effectivement de mauvaise influence. Après, si les choses prenaient vraiment un caractère compliqué à gérer, avec des troubles du comportement qui retentissent effectivement sur le fonctionnement à la maison, si elle rentre systématiquement tard, si elle ne vous prévient pas de là où elle se trouve, l'idée peut être d'évoquer l'internat par exemple, ou en tout cas des structures qui seraient plus encadrantes. Mais avant ça, il y a évidemment des choses qui peuvent être gérées à la maison, comme par exemple refixer les règles ensemble. À l'adolescence, ça peut être tout à fait pertinent de se dire ensemble, effectivement, on comprend que tu n'es plus une enfant, que peut-être certaines règles que nous avions mises en place quand tu étais plus jeune te paraissent inadaptées, donc réfléchissons ensemble aux règles qui te paraissent pertinentes, et nous, on va te dire si on est d'accord pour ça ou pas. Effectivement, ça peut être intéressant d'augmenter l'horaire des sorties, tout en restant raisonnable, avec l'idée que parfois il faut pouvoir choisir entre guillemets son combat. C'est-à-dire qu'avec des adolescents, c'est important de se dire qu'on ne peut pas être rigoureux sur tout, qu'on ne peut pas mettre la pression sur chaque chose, et qu'il va peut-être être important de cibler, vous, parents, ce qui vous paraît vraiment indispensable, sur lequel vous serez intransigeant, et ce sur quoi vous pouvez être un peu plus souple. Alors l'idée, ce n'est pas de dire on va être plus souple sur ça, mais de donner à l'adolescent l'impression effectivement qu'il a gagné quelque chose, par exemple au niveau des sorties, ou par exemple au niveau du téléphone portable, par exemple. Voilà. L'idée, c'est dans quelque chose qui s'équilibre, où on prend en compte l'adolescent dans le fait qu'il grandisse. Et je pense que ça permet comme ça un meilleur développement des relations, et ça évite un certain nombre de conflits. Aude nous dit « Mon fils a 3 ans, il dit beaucoup de mensonges, je ne sais plus quoi faire. » Ah, alors là, c'est une question aussi fondamentale parce que elle touche beaucoup d'enfants. Alors, ce qui va être important, c'est d'identifier la nature du mensonge. J'ai coutume de distinguer ce qui va être le mensonge utilitaire, que nous connaissons tous et auquel nous avons nous-mêmes parfois adultes recours, à savoir le mensonge qui va servir à quelque chose. Par exemple, éviter une punition si on a fait une bêtise, ou se glorifier si on trouve qu'on n'est pas assez bon et qu'on a envie de se faire mousser. Par exemple, dire qu'on a une bonne note quand on n'en a pas. Et puis, à côté de ça, chez les plus jeunes, et notamment jusqu'à 3 ans, 4 ans, ça se retrouve, il y a ce que j'appelle le mensonge compensatoire. C'est un mensonge qui va avoir une fonction, non pas utilitaire, mais vraiment pour permettre de rassurer l'enfant sur un certain nombre d'angoisses. Et pour illustrer ça, pour donner un exemple, l'enfant va avoir besoin d'avoir l'assurance que finalement, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, il est le seul à pouvoir le savoir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'enfant grandit avec quand il est petit, avec le sentiment que ses parents pourraient éventuellement deviner ses pensées. C'est notamment un sentiment qui se développe parce que souvent lorsque l'enfant a fait une bêtise, on voit bien qu'il n'est pas tout à fait pareil, etc. Donc on lui dit « Oulala, tu n'aurais pas fait quelque chose toi ?» Et l'enfant dit « Ah, comment elle le sait ?» Ou nous avons aussi parfois tendance à dire « Bon, et je sais très bien que tu as fait ça, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. » Enfin, différentes expressions qui finissent par semer le doute dans la tête de l'enfant au point qu'il puisse imaginer qu'on lise dans ses pensées. Or ça, c'est terriblement angoissant pour un enfant parce qu'effectivement, un enfant, il est agité de différentes émotions. Et quand on lui interdit quelque chose ou quand son petit frère fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il va avoir des pensées négatives, genre « j'aime plus cette maman » ou « mon père, il est trop nul, j'aimerais en changer » ou « mon petit frère, si je pouvais, je le jetterais à la poubelle ». Des pensées dont il peut ensuite avoir honte. Donc s'il a le sentiment qu'on peut accéder à son cerveau, ça peut être terriblement angoissant et terrible. Donc il va, pour revenir au mensonge, multiplier les petits mensonges. Et souvent, et les parents me disent « mais je ne comprends pas, il ment sur des choses, c'est vraiment, je ne l'aurais pas disputé, c'est vraiment sans importance ». Donc il va mentir sur des petites choses, juste pour avoir l'assurance qu'effectivement, ah ben non, finalement, mon papa, il n'a pas deviné ça. Ah, et finalement, maman, elle n'est pas non plus au courant de ça. Et du coup, ça l'apaise. Donc généralement, ce mensonge compensatoire, c'est quelque chose qu'on retrouve au moment où le langage se développe et au moment où l'enfant prend conscience de ce qu'il pense, de ses émotions, etc. Donc généralement, c'est entre 2, 3, 4, 5, des fois ça dure jusqu'à 6 ans. S'associe à ça une autre forme de mensonge qui est un peu du même registre, qui est le fait que jusqu'à 3, 4 ans, des fois, la limite
est fragile entre ce qui s'est réellement passé et ce qu'on aimerait qu'il se soit passé. D'autant qu'effectivement, et ça, c'est des fois des vieux réflexes que nous avons nous-mêmes adultes, des fois on se dit « Ah, ça aurait été bien si les choses s'étaient passées comme ça. Ah, et si je n'avais pas fait ça, ou si, peut-être que ça aurait été bien parce que… » Voilà. Et bien l'enfant, il a ce processus, mais en y étant plus ancré. Et là, c'est marrant parce que ce matin, enfin non, hier, je recevais une maman qui m'expliquait effectivement que son fils avait raconté des mensonges autour d'un animal qu'ils avaient perdu. Et en fait, c'était juste parce qu'effectivement, il l'espérait, il imaginait que finalement cet animal effectivement n'avait pas disparu. Et avec l'idée que voilà, peut-être que je l'ai entendu et que finalement il n'est pas vraiment, vraiment mort. Peut-être que effectivement c'est bien lui que j'ai cru voir. Et ce peut-être que devient dans l'esprit d'un enfant pour qui justement la part entre le réel et la réalité n'est pas encore bien dessinée, l'imaginaire et le réel pardon, n'est pas bien dessiné, notamment à 3-4 ans, devient réalité. C'est-à-dire peut-être que je l'ai entendu, oh, ce serait tellement bien s'il n'était pas mort, devient mais je l'ai entendu. Oui, oui, je t'assure maman, je l'ai vu passer. Parce que ça permet de s'apaiser sur le plan des émotions. Alors une autre question nous vient cette fois d'Andrea. Mon fils de presque 3 ans, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés chez les tout petits, hein. Ne mange pas à l'école. Pourtant, il est bien gourmand et mange bien à la maison. Mais à l'école, pas des vrais repas, que du pain et parfois le dessert. Alors, plusieurs choses peuvent être évoquées. D'abord, les conditions même de la cantine ne sont pas forcément les conditions bien affectives ou agréablement affectueuses que l'on va retrouver chez soi. Je le disais tout à l'heure, le repas, ce n'est pas seulement un moment où on s'alimente, c'est aussi un moment relationnel. Et c'est vrai qu'à la cantine, où on n'est pas forcément à côté de ses meilleurs potes, où finalement il y a beaucoup de bruit, où ce n'est pas forcément pour certains enfants le meilleur moment qui passe. Et donc, ça va se ressentir au niveau du fait même de s'alimenter. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des habitudes alimentaires qui font qu'effectivement des enfants qui ont l'habitude de manger telle ou telle chose, de telle ou telle façon, ne vont pas forcément apprécier, goûter la nourriture des cantines qui, quelle qu'en soit la qualité, et restent souvent justement des menus très structurés avec effectivement peut-être éventuellement des plats cuisinés, des choses ou des choses en sauce que les enfants ne vont pas forcément apprécier lorsqu'ils ont encore l'habitude à la maison d'avoir des choses très dissociées. C'est-à-dire qu'on a le légume, on a la viande, Donc ça peut être différents éléments qui permettent de le comprendre. Après, c'est vrai qu'initialement, ce qu'on peut à nouveau rappeler, c'est que l'alimentation, c'est quand même le premier lien que l'enfant développe, ou en tout cas dont il perçoit le développement sur le plan relationnel avec son parent. C'est quand même effectivement par l'allaitement, qu'il soit au sein ou au biberon, que l'enfant commence à développer ses premières relations, ses premiers jeux de regard, ses premières interactions. Et donc c'est vrai que le repas, pour certains, et notamment chez les plus jeunes, les enfants de maternelle, reste quelque chose qui appartient à la sphère privée, à la sphère de l'intime, à la sphère de ce qu'on partage avec la famille. Et donc, c'est vrai que cet univers très, très social, eh ben, ils le vivent mal et donc ils préfèrent effectivement, ils ne l'investissent pas. D'autant qu'il faut aussi se souvenir que l'enfant a dû aussi se socialiser avec la scolarisation, le début de maternelle, et que ça a déjà été une étape difficile. Donc c'est compliqué de lui demander tout en même temps. Donc j'ai envie de vous rassurer, cette première année de maternelle, s'il ne mange pas bien à la cantine, ce n'est pas trop grave. Encore une fois, ce qui est important, c'est de voir s'il continue à bien grandir et si sa courbe de poids est stable ou continue à progresser. Et en vous disant que l'année prochaine, la rentrée scolaire sera plus sereine, l'intégration, la socialisation sera plus actée, et donc à ce moment-là, on pourra davantage travailler sur la cantine. Ma fille de 2 ans et demi ne veut plus aller se coucher le soir. Ah, elle hurle, elle pleure à chaudes larmes et vomit. On fait pourtant un rituel histoire câlin avant de la coucher. Je ne comprends pas. Alors c'est vrai que le moment du coucher… Alors c'est intéressant de souligner, parce que des fois les parents s'en rendent pas compte, alors que c'est effectivement fondamental, qu'il peut tout à fait y avoir une période où le sommeil semblait acquis, où effectivement, après la période du nourrisson, où il y a plusieurs réveils nocturnes, les choses étaient un peu harmonisées, et survient, et c'est vrai que c'est souvent aux alentours de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, des moments où le coucher devient compliqué. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le coucher pour l'enfant, et notamment à cet âge-là,
va commencer à représenter une séparation. C'est-à-dire qu'avant cette période, l'enfant n'avait pas forcément conscience justement de ce que peut représenter ces 10 heures, d'absence. C'est-à-dire que lorsque l'enfant s'endort, il plonge dans un néant dans lequel effectivement il n'a plus aucune prise et pendant lequel surtout il est séparé de ses parents. Et donc souvent, les troubles du coucher sont liés à des troubles ou à des angoisses de séparation. D'autant qu'effectivement, c'est aussi souvent le moment où l'enfant soit intègre la crèche, soit, pour les plus grands, donc 3 ans, intègre l'école. Donc, où il y a d'autres moments de séparation qui viennent comme cela potentialiser encore la difficulté du coucher. D'où l'importance des rituels qui parfois ne suffisent pas. Hein. Il semblerait que malgré les histoires, c'est compliqué. Pour autant, donc, il ne faut surtout pas y renoncer. Donc l'histoire le matin, c'est important. Le soir, pardon, c'est important. Et peut-être tous les autres petits rituels qui accompagnent tranquillement vers le coucher. Et aussi pour bien sûr favoriser des moments plus calmes. Alors après, peut-être que ça peut être important, le choix des histoires, donc des histoires qui vont être plutôt apaisantes, plutôt rassurantes. Ça va être important surtout de bien se dire bonne nuit et à demain, on se retrouve demain. De même qu'il va être intéressant de commencer à les sensibiliser aux rêves. C'est-à-dire que ça peut être intéressant de leur proposer d'abord de leur apprendre, parce que bien souvent ils ne le savent pas, et d'ailleurs il y a plein d'adultes qui ne le savent pas non plus, donc je vous le dis, nous rêvons tous, et nous rêvons tous au moins 3-4 fois par nuit selon la durée du sommeil. Or, ces rêves, pour l'enfant, ça va être une façon de dire, tu vois, pendant la nuit, il se passe des choses. Et effectivement, tu continues à vivre des choses. Et donc, dans tes rêves, tu vas vivre des aventures dont tu me parleras demain. Et l'idée de ce demain, ça permet de faire le lien. D'où l'importance le lendemain, au réveil, de dire bonjour mon bébé, et puis et est-ce que tu es arrivé, à quoi tu es arrivé, raconte-moi un peu. Et l'idée, ce n'est pas nécessairement qu'il nous raconte son rêve, c'est davantage effectivement de faire le lien avec le fait que dans la nuit, voilà, il se passe des choses. J'ai une relation très dure avec mon fils. Il s'oppose systématiquement à ce que je lui demande, même pour les choses banales du quotidien, se brosser les dents, s'habiller, etc. En revanche, chez son père, nous sommes séparés, il semblerait que ça se passe beaucoup mieux. Et si j'hausse le ton ou me fâche, il pique des crises. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Alors, peut-être qu'il y a une situation un peu spécifique, en tout cas c'est l'occasion de l'évoquer. Parfois, lorsqu'on observe des comportements très différents d'un univers familial à un autre, ça peut être intéressant de s'interroger justement à ce que les facteurs extérieurs peuvent... en quoi les facteurs extérieurs peuvent influencer certains facteurs internes, psycho-affectifs. Et là, par exemple, l'idée peut être de se dire, c'est pas forcément justement, je pense que ça va être important de se détacher de l'idée que voilà, c'est moi qui ne sais pas faire, ou c'est son père qui sait mieux faire, ou qui est plus autoritaire, ou justement c'est parce que c'est toujours moi qui l'ai. Si effectivement le père a la garde un week-end sur 2 et la moitié des vacances, c'est toujours moi qui l'aide, donc c'est moi qui m'occupe des choses compliquées et son père ne fait rien. Je crois qu'il faut sortir de ce clivage-là et de s'interroger sur comment l'enfant, lui, a intégré la séparation. J'ai en mémoire différentes situations où l'enfant avait vécu la séparation comme comme s'il fallait prendre parti. Et comme si finalement le père, mais ça aurait tout à fait bien pu être la mère, avait été victime de cette séparation. Et inconsciemment, bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'enfant se dit de façon machiavélique dans sa tête, mais inconsciemment, il va donc prendre fait et cause pour ce parent. Et donc, alors qu'il sera plutôt paisible au domicile du parent qui s'enlisait, se rendre vraiment impossible au domicile de l'autre parent, comme s'il fallait le sanctionner effectivement du choix de la séparation. C'est toi qui as choisi d'être séparé, donc du coup, je vais faire tout le contraire de ce que tu me demandes. Alors, encore une fois, ce n'est pas machiavélique, ce n'est pas avec l'idée que comme ça, il ira plus chez son père ou moins chez sa mère, mais c'est plus comme une espèce de réflexe de protection de l'autre parent. Alors, il n'empêche que ça peut être intéressant selon la qualité des relations qui demeurent entre son père et vous, peut-être de faire le point sur la possibilité de partager justement un certain nombre de ces
on va dire, de ces tâches du quotidien. Peut-être que ça pourrait être intéressant de dire, par exemple, les devoirs, ce serait pas mal que le père s'en occupe, même si c'est le week-end, pour alléger un peu la réalisation des devoirs sur la semaine, pour pouvoir effectivement être sur d'autres tâches du quotidien, pour qu'effectivement, peut-être que ça peut être aussi important que l'enfant puisse entendre que la séparation, c'est l'affaire des parents et pas celle de l'enfant, même s'il il en subit effectivement certaines conséquences. Après, l'idée, parce que c'est quand même un grand, ou en tout cas un enfant qui entre dans ce que j'appelle l'âge de raison, et qui donc peut entendre raison. Donc l'idée, ça peut être aussi important, et notamment sur ces tâches du quotidien que vous soulignez, de mettre en avant que c'est pour lui qu'il le fait. Et quelque part, même si ça peut sembler paradoxal, se montrer plus souple, en disant, écoute, ce sont tes dents. À 6 ans, tu commences à avoir des dents définitives. D'ailleurs, je crois que oui, il faudrait voir, mais je pense qu'il est probable qu'il ait ses dents définitives. Ce sont tes dents. Si tu ne veux pas les laver, si tu veux qu'elles aient des caries et qu'on aille chez le dentiste, libre à toi. Et ce qui permet d'utiliser cette fameuse expression que je conseille toujours, c'est le soi-soi. Soit tu te brosses les dents et tu as des belles dents et tu es tranquille, soit tu ne te les brosses pas et tu auras des caries et il faudra aller chez le dentiste. Mais ce sont tes dents. Donc, je te dis de le faire parce que c'est mon rôle de mère. Si tu ne le fais pas, tu en assumeras les conséquences. Et on voit bien que ça peut être décliné de différentes façons. Tu ne veux pas t'habiller? Pas de problème. Moi, je dois être au bureau à 9 h. Toi, tu dois être à l'école à 8 h ou 8 h 30. Donc, on ira à l'école en pyjama. Soit tu t'habilles et on va à l'école de façon adaptée, soit tu t'habilles pas, on va à l'école en pyjama. Ce n'est pas un souci. Donc, quelque chose qui va le responsabiliser et qui, quelque part, peut aussi vous permettre de vous sentir plus sereine et donc d'inverser ce mode relationnel qui est en train de se développer. L'idée, c'est effectivement d'anticiper aussi les choses. Une autre façon d'anticiper, ça peut être aussi de le rendre d'autant plus responsable. C'est lui qui choisit ses habits la veille au soir, bien sûr, pas le matin, sinon on perd encore du temps, mais il choisit ses habits le soir, ce qui permet le lendemain de lui dire, bon, mets ce que tu as choisi. Une façon de le responsabiliser et de sortir effectivement de quelque chose qui serait purement du conflit. Et puis, je vois que le temps passe. Effectivement, une question m'arrive, ce sera sans doute la dernière. Ma fille Elisa est très colérique. Elle ne supporte pas de ne pas arriver à faire les choses et explose pour la moindre raison. Alors, je ne sais pas quel âge a Elisa, mais effectivement, là aussi, on est probablement face à une difficulté à gérer les émotions. Parfois, ça peut prendre la forme, notamment chez les enfants un peu scolarisés, de ce qu'on appelle des angoisses de performance. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant a envie de réussir tout de suite. Il va être important d'accompagner l'enfant dans la possibilité de ne pas forcément y arriver. Alors, comment ça se passe? L'idée, ça peut être d'initier les choses ou d'anticiper le moment où on sent qu'elle a un peu de mal et donc là, on l'aide un peu. L'idée étant de lui laisser quand même entendre que c'est quand même elle qui a réussi. Et après, bien sûr, de soutenir l'idée qu'on ne peut pas réussir tout le temps, que lorsqu'on ne réussit pas, c'est aussi une façon d'apprendre et d'une façon générale, de l'aider à mieux gérer ses émotions, ne pas hésiter à mettre des mots aussi. Ah là, je sens que tu es un peu tendu, que ça commence à monter, enfin que tu commences à avoir du mal. Écoute, c'est pas grave, souffle, on recommencera tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie de toutes ces questions. J'espère que j'aurai répondu à la majorité de vos préoccupations et que ça vous aidera dans votre quotidien. À bientôt sur Doctissimo Maman.